Bonjour à tous. Euh, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez répondre sur le chat, ce serait super. Oui, très bien, super. Merci à tous d'avoir répondu présent. N'hésitez pas tout au long du webinaire, au début du webinaire, à vous présenter rapidement sur le chat, à nous expliquer un petit peu votre activité et les questions qui vous taraudent. Et puis tout au long du webinaire, vous serez évidemment les bienvenus pour poser vos questions. Dans l'onglet chat, celles qui sont sur des sujets qu'on traite de manière immédiate, et dans l'onglet questions, pour qu'on puisse alimenter et nourrir le débat sur la fin du webinaire. Alors, avec moi, on va peut-être faire un petit tour de table sur les présentateurs de ce webinaire. Nour, à toi l'honneur. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nour Zereli, je suis General Manager France de Deliverect. Les garçons. Qui va parler en premier? Antoine, je t'en prie, bon. Moi, Guilain, je suis chez Billy. On propose des solutions de commande et d'encaissement digital pour les restaurants et pour les clients des restaurants. Antoine, je fermerai les... Ah non, Antoine, tu ne veux pas parler? Bon, moi, je suis Yves Sassi, le fondateur du Club de la franchise. Avec Louisa, on va un petit peu présenter le débat. Et puis en fin de débat, on vous écoutera, on lira vos questions et on essaiera d'y répondre. Yes. Antoine a peut-être des soucis de son, donc je te laisserai peut-être te présenter juste après. Et moi, je suis Louisa, la fondatrice de Malou, qui est une start-up de marketing digital dédiée au restaurant. Donc, on va répondre ensemble à toute une série d'interrogations qu'on avait reçues chacun de manière respective sur où est-ce qu'on utilise le digital, comment on le fait et jusqu'où en fait on digitalise son restaurant. On va commencer avec Yves par un rapide état des lieux de la restauration. Yves, si tu veux peut-être commenter, nous partager un petit peu les retours que tu reçois de tous les professionnels que tu côtoies. En fait, moi, depuis le début de la pandémie, j'ai fait deux constats. Un constat qui a été le premier constat en mars-avril de l'année dernière, où je me suis étonné, disons, que beaucoup de commerces qui avaient été fermés n'avaient absolument plus communiqué avec leurs clients en mars et en avril. Et puis, il y a un restaurateur qui m'a dit, à la fin de l'année, au mois de décembre, l'année dernière, qui m'a dit, c'est vrai que pendant les 2 premiers mois, on a été submergé par la surprise. En revanche, quand on nous a donc redemandé de fermer nos établissements au mois de novembre, si je me souviens bien, ou fin octobre, je ne sais plus, il me dit là, on était prêt, on a su comment réagir, on n'avait plus de problème de stock, alors que la première fois, on avait énormément de stock, puisqu'on a été confiné du jour au lendemain, etc. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses pendant cette année. Comment réagir aux crises, comment communiquer avec les clients. Et je pense que c'est ça dont il faut se souvenir. Parce qu'il y aura d'autres événements, y compris des événements locaux, quand il y a des travaux devant votre magasin ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut avoir appris à gérer les surprises de cette envergure-là. Voilà la première chose. Alors évidemment, et je m'arrêterai là sur le constat, mais évidemment, il va y avoir beaucoup de drames, parce que ce sont des drames. Hein. Dans les semaines, il y en a déjà eu, dans les semaines qui vont venir. Mais je pense que tant qu'on peut, il faut s'accrocher parce que tous les pronostics disent que ça va redémarrer dans la restauration assez vite. 60% des gens qu'on a interrogés disent que leur premier geste sera aller dans un restaurant. Donc, si j'ose dire, courage, mais c'est un constat de difficulté, mais aussi qui est quand même assez positif. Et je pense qu'il faut parler positif.
Ouais. Donc, on va passer assez vite sur les difficultés. Difficultés de 2020. Les chiffres sont assez éloquents. Le chiffre d'affaires de l'année quasiment divisé par 2. Ça correspond à un manque à gagner de 30 milliards d'euros et environ 77 millions de repas qui n'ont pas été servis par les restaurants. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. C'était une année difficile. En revanche, il y a eu des réussites. Il y en a qui s'en sortent aujourd'hui. Il y en a qui préparent la reprise. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on trouve des solutions efficaces et la plupart du temps, elles sont dans le digital. Et le digital, il va pouvoir vous aider de manière court terme, c'est-à-dire pour tenir la période et pour pouvoir continuer d'exister, de travailler malgré le contexte actuel. Et puis surtout, le digital, il va vous permettre de préparer le futur, d'anticiper la reprise, parce que reprise, il va y avoir. On suit avec beaucoup d'intérêt les progrès ou les progrès, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas les étendues des campagnes de vaccination qui en fait vont concorder avec la reprise de la restauration. Donc là, vraiment, notre objectif, c'est de vous montrer aujourd'hui où est-ce que vous pouvez inclure du digital pour vous aider, pour vous soulager, pour vous concentrer sur vos cœurs de métier, créer de la valeur là où vous savez le faire. Et optimiser tous les points de friction que vous pouvez avoir. Et puis, on va conclure à la fin sur en fait jusqu'où faire du digital. Le métier de restaurateur, c'est quand même un métier qui place la convivialité au cœur de tout. Et il y a des limites au digital qu'il faut bien identifier, desquelles il faut être conscient pour pouvoir trouver le meilleur équilibre. Je pense qu'il y a deux mots-clés en fait. Il faut anticiper, c'est-à-dire que va-t-il se passer, et organiser. Organiser, c'est dans les secteurs qui vous intéressent, dans ce que vous faites le mieux, que ce soit la livraison ou le service à table, il faut anticiper les outils dont vous allez avoir besoin et les organiser. Le problème tout le monde s'en est aperçu, mais le problème de la vente à emporter, du click and collect, etc., c'est la logistique. Et c'est tout ça qu'il faut savoir organiser. On a là, avec nous, nos interlocuteurs qui vont vous expliquer comment on peut organiser de façon à ce que vous soyez le jour de l'ouverture efficace. Je pense que c'est ça qui est important. Après, les clients vont venir, c'est ce que dit Louisa, il y a la vaccination, et puis il y a un moment où il va falloir aussi ouvrir les restaurants et les magasins en général. Louisa, vous voulez que... Ouais. Alors, la première chose le premier élément sur lequel le digital peut vous aider, c'est sur la partie vraiment acquisition client. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui cherchent un restaurant, elles vont chercher en ligne à 90%. Et en fait, quand on a un restaurant, on a deux manières d'aller chercher des clients. Les deux ne sont pas incompatibles, on peut très bien articuler les deux, seulement ça ne va pas être les mêmes outils. Première manière de toucher des clients, c'est de toucher les gens qui vont rechercher par besoin. Par besoin, ça veut dire qu'ils vont utiliser des mots-clés pour formuler une requête. La requête, ça peut être brasserie Paris-Centre, ça peut être déjeuner rapide, ça peut être restaurant végétarien, ça peut être réserver un restaurant pour un anniversaire. Bref, beaucoup de mots-clés qui vont exister. Et tout l'enjeu, ça va être de trouver vos mots-clés les plus pertinents pour ensuite travailler et remonter en haut des résultats de recherche sur ces mots-clés. La deuxième manière de toucher des clients, ça consiste à devenir un lieu de destination. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une marque tellement forte que les clients ne vont pas taper Pizza Paris 11, par exemple, mais qu'ils vont directement taper Big Mama en ligne pour valider les horaires, vérifier le menu, peut-être réserver, commander ou que sais-je. Donc, les deux sont vraiment différents et il va falloir dégainer les bons outils à chaque fois pour se positionner sur les deux. Nous, le parti pris qu'on a chez Malo, c'est de se dire que la base, que l'indispensable, en fait, c'est d'être au moins visible sur ces mots-clés, parce que c'est là où on va faire du volume. Construire une marque, devenir Big Mama, devenir Burger King, devenir Relais et Château, ça demande des gros investissements qui ne sont pas à la portée de tous et c'est pas grave. Alors, le référencement local, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est bien trouver ces mots-clés et s'aider à remonter en haut des résultats de recherche dessus. Et en fait,
il y a une nuance entre le référencement local et le référencement naturel. C'est que, et je vous invite tous à faire le test en même temps, si vous recherchez, disons, un restaurant, une brasserie dans le 8e arrondissement, par exemple, vous allez taper sur Google brasserie Paris 8 ou brasserie Opéra ou brasserie whatever. Vous allez faire une requête localisée, ciblée. Et ce que vous allez voir sur votre écran, ça va être en haut de la page, une map, une carte de Google, 3 fiches d'établissement, et puis une série de liens. Tous les liens que vous verrez apparaître en première page seront des TripAdvisor, les 10 meilleurs restaurants de Paris 8. La Fourchette, les 10 meilleurs restaurants. Time Out, Figaroscope, Le Bonbon, etc. Tous les liens de la première moitié au moins de la première page vont être ou des liens d'agrégateurs ou des liens de médias. Autant vous dire qu'en termes de référencement, essayer de rivaliser avec un URL de TripAdvisor, bonne chance. Ça va coûter tellement cher que ça ne va pas être rentable. Là où ça va être intéressant pour vous, c'est de remonter en haut, même au-dessus du premier lien TripAdvisor, parce qu'au-dessus de ce premier lien, qu'est-ce qu'on a? On a la map de Google et les 3 fiches d'établissement. Et là, vos concurrents, qui sont-ils? En fait, d'autres restaurateurs. Et la compétition est bien plus accessible. Et s'il fallait retenir peut-être 3 choses indispensables pour améliorer son référencement local, 3 conseils. La première, c'est garder en tête que le référencement local, ça concerne un établissement et pas une marque. Donc, un établissement, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse, c'est un numéro de téléphone et c'est des horaires. Donc, veillez à bien faire en sorte que partout où vous existez en ligne, l'orthographe du nom de votre établissement, l'adresse, le numéro de téléphone et les horaires soient exactement les mêmes à la virgule près, si je peux me permettre, ou à la minute près. Ensuite, il va falloir identifier vos mots-clés. Vos mots-clés, ça va être un travail assez fin d'identification. Et un mot-clé, quand on a un restaurant, qu'est-ce que c'est? C'est l'articulation de son offre et de sa localisation. C'est-à-dire que quand on cherche un lieu physique, on va avoir des notions de géolocalisation dessus. Et donc, votre offre, qu'est-ce que ça va être? Ça va être probablement le type de cuisine que vous servez. Un plat iconique, ça peut être un super mot-clé. Le type de service que vous proposez, brunch ou tea time, ou goûter, ça peut être des bons mots-clés si vous proposez des services à ce moment-là. Et la localisation, ça pourrait être un arrondissement, une ville, un arrêt de métro, la proximité avec un monument, avec une gare, beaucoup d'éléments possibles. Et donc, il faut vraiment se poser pour identifier tous les mots, se mettre en fait à la place de son client pour comprendre qu'est-ce que taperait sur Google un client qui serait content d'atterrir chez moi. Puis ensuite, il va falloir vérifier les volumes de recherche. Il y a beaucoup d'outils gratuits qui existent pour le vérifier. Celui de Neil Patel, par exemple, est très bien. Donc, il va falloir vérifier les volumes de recherche pour être sûr que ça marche. Une petite anecdote, on s'est rendu compte, nous, chez Malou, que resto indien, c'est tapé 15 fois plus que restaurant indien. Parce qu'en fait, les gens qui cherchent un restaurant indien, ils vont taper directement resto indien. Donc, bien trouver ces mots-clés. L'autre chose très importante, c'est, une fois qu'on a ces mots-clés, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on va rédiger la description de son établissement avec ces mots-clés. On va rédiger des posts sur Google My Business avec ces mots-clés. Et puis, on va gérer ses avis clients de manière intelligente en y glissant ces mots-clés. Je vous recommande à tous de répondre à tous vos avis clients. Ça prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi il faut répondre à ces avis clients? Parce que ça va vous permettre déjà de fidéliser vos clients. Les auteurs des avis vont recevoir un email qui va les notifier que le restaurateur a pris le temps de répondre à son avis. Et ça veut dire qu'en termes de relation, de construction de lien avec le client, c'est super. Deuxième intérêt, si vous profitez du contenu de votre réponse pour glisser des mots-clés, ça va vous aider à remonter en résultat de recherche. Si vous profitez du contenu de la réponse à votre avis pour parler de vos actualités. Si par exemple, votre terrasse, et je vous souhaite à tous, la terrasse rouvre mi-avril peut-être, si vous répondez à tous vos avis clients pour leur annoncer l'ouverture de la terrasse mi-avril, et bien, tous les auteurs des avis qui sont déjà vos clients et a priori qui vous apprécient assez pour avoir pris le temps de vous mettre un avis vont recevoir un email dans lequel non seulement ils verront que vous aurez répondu et en plus que votre terrasse rouvre bientôt. L'autre intérêt à répondre à vos avis clients, c'est de jouer sur votre moyenne Google. Et Google, et je dis Google parce que c'est Google, mais ça marche pour beaucoup d'autres plateformes où les algos sont similaires. Et en fait, si vous vous amusez aujourd'hui à prendre votre fiche Google My Business, à faire la somme des avis
et puis à diviser par le nombre d'avis, vous ne verrez pas la moyenne affichée sur Google. Parce que devant chaque avis, il y a une pondération. Cette pondération, elle va dépendre de qui a laissé l'avis. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un historique de 2000 avis sur Google? Auquel cas, c'est un influenceur Google et donc son avis aura plus de poids. Est-ce que l'avis a 48 heures ou est-ce qu'il a 2 ans? S'il a 2 ans, a priori, il est plus très proche, il est beaucoup moins proche de la réalité de votre établissement aujourd'hui. Et donc, dans cette même logique, quand vous répondez à un avis client négatif, en fait, c'est un signal positif que vous envoyez à Google et ça va vous permettre de réduire la pondération de cet avis dans votre moyenne. Donc, si je veux, en 3 key learning, 3 éléments à retenir pour le référencement local, veillez à mettre à jour vos informations partout où vous existez, à la virgule, à l'espace, au chiffre près. Identifiez vos mots-clés et mettez-vous à la place du client pour trouver les meilleurs. Et puis, répondez à tous vos avis clients de la manière la plus astucieuse possible. Je pense qu'il n'y a pas de conclusion, mais je voudrais souligner quand même, répondez aux avis clients, ça c'est incontournable, c'est indispensable. Vous savez, tout le monde le sait, mais c'est une banalité, mais ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher des nouveaux clients que de fidéliser ceux qu'on a déjà. Et les avis clients, ce sont des gens que vous avez déjà. Si vous ne leur répondez pas, c'est même pas la peine de faire du commerce. C'est dit méchamment, mais c'est une réalité du monde du commerce. Ce que je disais tout à l'heure, les gens ont fermé, n'ont pas parlé à leurs clients, ils ont perdu la moitié de leurs clients. Parce que les gens ont pris d'autres habitudes. On est dans une situation où il faut se battre pour conserver ses propres clients et après vous irez en chercher d'autres. Mais la base, c'est quand même de soigner, de fidéliser vos clients. La deuxième partie, c'est de parler avec eux et évidemment de leur parler quand ils sont dans le magasin, d'avoir un véritable accueil et puis d'être organisé une fois que vous êtes dans le magasin. Alors, on a avec nous peut-être, je ne sais pas, Louisa, vous voulez peut-être continuer ou présenter d'autres éléments? Sinon, ouais, pardon? Non, je disais oui. Nour Zereli est avec nous, elle dirige Deliverect en France et elle a un outil qui permet en fait d'organiser le restaurant quand on fait de la vente à distance. Et je pense que ça fait partie des outils, ou en tout cas des moyens d'organiser un restaurant quand il y a une pandémie. Et puis aussi, quand le restaurant est ouvert et il y a un service à table, mais en même temps des livraisons. Alors Nour, si vous voulez bien vous présenter rapidement Deliverect et nous dire comment on organise une cuisine. Oui, bien sûr. Du coup, c'est très intéressant parce que Louisa, tu parlais de tout ce qui est référencement. Donc ça, je m'y connais pas du tout. Je suis pas là pour parler de ça. Je te laisse la parole. Moi, là où je suis un peu plus intéressée, c'est tout ce qui est référencement sur les plateformes de livraison. Du coup, donc nous, Deliverect, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les plateformes de livraison à la caisse du restaurateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurateur qui veut se mettre en livraison doit avoir au moins une tablette par marque et par service de livraison. Donc, on permet de ne plus avoir à interagir avec ces tablettes et d'injecter toutes les commandes en livraison dans la caisse du restaurateur. Donc, ce qui est intéressant, qui est un peu dans la même lignée, c'est que du coup, nous, ce qu'on permet, c'est d'être opérationnellement beaucoup plus efficace. Et en étant plus efficace, ça permet aussi d'être mieux référencé sur les plateformes de livraison. Donc, c'est un peu lié à ce que tu disais. Je pense que plus tard, je vais vous expliquer un peu mieux tout ce que je fais. Mais là, c'est un point qui est intéressant, ça. Cette organisation qui permet, quand on est bien organisé en cuisine, on est mieux référencé. Alors, peut-être qu'il faut un petit peu expliquer pourquoi. Oui, alors il y a des algorithmes qui sont mis en place par les services de livraison. Ce n'est pas seulement la rapidité. Il y a d'autres éléments en place. Je pense qu'il y a aussi un petit facteur inconnu. Je pense qu'ils ne maîtrisent pas complètement à 100% l'algorithme non plus, mais je pense que de manière générale, c'est pas mal la rapidité, les notes, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs en question. La régularité de la commande aussi du client. Oui, ça c'est donc ce référencement-là, ça va être un référencement personnel, c'est-à-dire que chacun sur son application va voir ce qu'il a déjà commandé en premier, c'est vrai. Mais sinon, dans le référencement général, ça va être beaucoup par rapport à l'algorithme. Du coup, c'est par rapport à la rapidité. Donc, il y a un algorithme qui est mis en place par les services de livraison. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que d'être rapide
à préparer la commande, et pas juste la préparer et la tendre au livreur, parce que la préparation, c'est pas juste la cuisson, mais c'est aussi la mettre en boîte, préparer le sac et le donner au livreur. Et plus on est rapide, plus on est efficace et plus on est visible sur les plateformes. Et plus on est visible, plus on a de commandes. Donc, en fait, c'est un peu, c'est un cercle vertueux. Et donc, nous, c'est vrai, notre produit, du coup, aide à être plus rapide à la préparation, vu qu'on permet justement d'optimiser et de tout synchroniser sur une caisse. Un autre élément pour compléter, peut-être sur la partie référencement sur les plateformes de livraison, c'est quelque chose qu'on travaille aussi. En fait, de nos échanges avec les responsables et chez Deliveroo et chez Uber Eats et de nos tests aussi en interne, en fait, il y a deux volets. Il y a la partie ce qu'ils appellent excellence opérationnelle, c'est-à-dire respecter ses engagements. Donc, si on précise que le plat, on a 15 minutes de préparation, il faut respecter les 15 minutes. Si on dit que la livraison, on l'assure de midi à 15h, il faut que la tablette, à 11h59, elle soit allumée. Là encore, s'il y a une incohérence d'horaire et qu'on allume la tablette 5 minutes après l'heure à laquelle on s'est engagé à l'allumer, on va être pénalisé. Puis, il y a aussi une logique de mots-clés dans les plateformes de livraison. Nous, on avait fait un test avec une cliente qui a un restaurant oriental et elle proposait de la shakshuka. Sauf qu'elle, naturellement, sur son menu, shakshuka, elle avait écrit SH. Et en fait, SH, c'est l'orthographe de shakshuka en anglais. En français, on l'écrit avec un CH. La shakshuka, c'est un plat de poivrons pour ceux qui ne connaissent pas. Et en français, on l'écrit CH. Et en fait, en faisant la modification de l'orthographe, donc du nom du plat, pour l'adapter au standard français par rapport aux mots-clés et au volume de recherche, on a pu finalement vendre plus de shakshuka. Oui, je pense que peut-être non, vous pourriez expliquer peut-être plus précisément comment fonctionne votre service. Centraliser toutes les commandes et n'avoir qu'un ticket qui sort, enfin, de façon à ce que les gens se rendent compte qu'il y a ça rend plus fluide en fait le service de livraison. Donc, du coup, aujourd'hui, si je suis un restaurateur et que je me mets en livraison avec 2 acteurs, pour un restaurant, ça va faire que sur mon comptoir, j'ai ma caisse, donc le logiciel de caisse que j'ai déjà pris dans le passé pour gérer les commandes sur place, plus une tablette par acteur de livraison. Donc, nous, ce qu'on permet, c'est de pouvoir retirer ça et de réceptionner les commandes directement dans la caisse. Donc, aujourd'hui, le restaurateur doit accepter les commandes sur la tablette. Une fois que c'est accepté, il doit retourner dans sa caisse et retaper manuellement tous les éléments de la commande dans la caisse. Malgré que ce soit sur une plateforme de livraison, il faut quand même les retaper dans la caisse. Donc, il doit manuellement retaper tout ça. Ensuite, selon l'organisation dans le restaurant, donc si par exemple la caisse est liée à un écran en cuisine, donc ça veut dire que tout ce qui est commandé sur place, les chefs vont le voir directement sur l'écran une fois que ça rentre dans la caisse. Alors que là, il faut l'avoir rentré manuellement, ou parfois même quand on ne le rentre pas, on ne les voit jamais sur l'écran cuisine. Donc nous, en injectant ces commandes-là dans la caisse, ça va faire que tout ce qui a été organisé par le restaurateur pour ses ventes sur place va être réutilisé avec les commandes à l'emporter et en livraison aussi. Donc, si par exemple, il y a un écran connecté à la caisse, on va recevoir aussi toutes les commandes de livraison sur l'écran directement en cuisine. Alors, bon, on parlait d'organisation, mais il y a aussi le service apporté aux clients. Ce que vous faites, Nour Zerouili, c'est intéressant aujourd'hui parce que quand les restaurants sont fermés, tout le service de livraison est simplifié. Mais le jour où les restaurants seront ouverts, ça va être encore plus nécessaire d'utiliser un service de centralisation parce que sinon les restaurants ne pourront pas faire les deux en même temps. Ce sont 2 métiers qui sont très différents. Je voulais peut-être que Guylain Rouessé nous explique son métier. La boîte s'appelle Billy. Vous vous occupez du paiement. Ouais. Et on est à une période où le paiement à distance est quand même quelque chose d'indispensable. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais votre système est efficace aussi quand tout va bien. Ouais, avec ou sans Covid, ouais. Clairement. Non, moi, je rebondirais justement sur les perspectives qu'a la restauration aujourd'hui et le chiffre avec lequel vous avez commencé ce webinaire, qui était de dire que 60% des Français étaient vraiment motivés pour aller directement au restaurant dès que ce sera possible. Moi, je pense que je suis un des premiers. J'ai hâte que ça réouvre et face à ça, les restaurateurs ils vont être confrontés à 3 problèmes. C'est des bons problèmes parce que ça veut dire que ça va réouvrir, mais il va falloir réussir à
à les gérer pour que, même cas de problème, pour rebondir sur ce que disait aussi Louisa, pour que tout le monde revienne dans ces restaurants. Il va aussi falloir les faire venir. Exactement, il va falloir les faire venir. Donc, c'est tout ce que disait Louisa. Il faut les faire venir, il faut qu'ils viennent dans votre restaurant. Ouais. Et pour ça, il faut être bien référencé. Et ça constitue un énorme afflux dans votre restaurant. Donc, il y aura beaucoup de clients. Donc, ça sera aussi un goulet d'étranglement parce qu'il va falloir les servir vite, bien. À côté de ça, il y aura certainement d'autres contraintes sanitaires. Et en plus, il y aura évidemment un staff qu'il faudra reformer, remettre à niveau. Et tout ça, l'enjeu, c'est d'être capable de gérer ce flux et de capter toute cette valeur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'aider le restaurateur dans son efficacité opérationnelle. Nous, reparler d'intégration dans la caisse, c'est hyper important. L'idée, c'est justement de permettre de soulager un peu le restaurateur dans le coup de feu et d'aller chercher toute la valeur pendant le moment où justement il sera ouvert et pourra accueillir des clients. Donc, nous, à la fois dans la commande à table sur smartphone ou juste le paiement à table sur smartphone, ça permet aux tables de tourner beaucoup plus vite. Je donne un exemple très simple que vous avez connu avant le Covid et qui risque d'être encore plus amplifié quand ça ouvrira. Vous avez fini de déjeuner, tout ce que vous voulez, c'est quitter votre table et aller assister au webinaire de Yves Sassi. Et pendant ce temps-là, vous allez attendre votre addition. Donc, vous allez lever la main pendant 10 minutes, le serveur, il sera en plein coup de fil, il aura 1000 autres choses à faire. Il va finalement venir avec l'addition. Il va falloir attendre la machine à carte, encaisser différents moyens de paiement, partager l'addition, aller chercher la note de frais, etc. Ça va prendre entre 10 et 15 minutes pour le client. Et en fait, ça va monopoliser une table sans générer de valeur additionnelle. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire l'encaissement directement avec son portable. Vous flashez un QR code qui est sur la table. Vous avez directement le détail de votre addition. Vous sélectionnez ce que vous voulez payer. Vous payez en titre restaurant, en carte bleue, etc. Ça envoie directement l'information à la caisse enregistreuse. Et c'est pour ça que ce que disait Nour était hyper important dans l'efficacité opérationnelle à venir. Les interfaçages avec les caisses, c'est très, très, très important parce que ça vous permet justement de ne pas être accaparé par un deuxième pack de commande, etc., etc., etc. Ça vous permet de tout centraliser et d'avoir des équipes qui justement seront au taquet au moment de la réouverture. Parce que si tout le monde veut y retourner, il faut que ce soit dans votre restaurant, quoi. Oui, parce que le restaurateur va avoir besoin de gagner du temps sur beaucoup d'opérations entre la livraison, donc ce que permet Deliverect, le paiement, vous faites gagner aux clients d'un restaurant une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure. Oui, alors ça dépend de l'expérience. Le but, c'est de s'adapter en fait à l'expérience du restaurateur. Il y a des restaurants où vous allez pouvoir, vous voulez que l'expérience de la commande reste humaine, c'est normal, c'est le cas dans beaucoup de restaurants traditionnels, c'est important, ça fait partie de l'expérience. Et là, on ne proposera que le paiement, donc l'expérience que je vous ai décrite avant. Dans d'autres restaurants où la commande, on va dire, va être un petit peu plus pas industrialisée, mais on va dire ça ne va pas être le highlight de l'expérience. Il y aura la possibilité aussi de commander directement sur son smartphone et d'être servi à table, etc. etc. C'est déjà possible de commander directement sur le smartphone? Oui, absolument, c'est déjà possible. Et donc que la commande tombe directement dans la caisse enregistreuse. C'est-à-dire, en réalité, si les restaurateurs veulent être prêts le jour de la réouverture, il faut qu'ils vous appellent tout de suite. Parce qu'il y a combien de temps de mise en place? Nous, on peut faire ça sous 2 semaines. Ah bon? Ok. Antoine, peut-être vous c'est un outil qui est assez différent puisqu'il s'agit de plateformes, des plateformes qui sont, si j'ai bien compris, au nom de votre client. Je peux avoir mon restaurant avec sa propre plateforme de vente à distance, c'est ça? Tout à fait, Yves. Donc nous, l'idée, c'est de mettre à disposition en fait des restaurateurs une plateforme de commande en ligne en propre, sur laquelle il va pouvoir proposer des services de click and collect, de livraison. Moi, je rebondirais sur tout ce qui a été dit. Louisa parlait de présence et de référencement digital. Nous, l'idée, c'est d'amener en fait aussi des services au travers du digital. Donc l'idée, si on est bien référencé, on va drainer du monde, Louisa l'a évoqué. Et si en plus, on est capable d'apporter des briques de commande en ligne, une brique qui va permettre de faire du click and collect, qui va permettre de faire de la livraison, et tout ça en propre. L'intérêt, en fait, c'est de se dire que j'investis dans ma marque, je communique, j'investis sur mon référencement. Et l'idée, c'est de proposer à mes clients de consommer directement sur ma boutique en ligne à moi.
Et on l'évoquait aussi au départ, c'est clair qu'on sera tous ravis de pouvoir retourner au restaurant. Néanmoins, il y a des moments pendant lesquels on n'a pas le temps ou pas la possibilité d'aller déjeuner sur place ou dîner sur place. Et il y a des moments où on souhaite consommer soit en click and collect, par exemple sur la pause déjeuner du midi, on est pressé, on va précommander dans la matinée et retirer en quelques minutes sans attendre sur un point de vente. Le soir, on n'a pas la possibilité de se déplacer, on va se faire livrer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que le restaurateur, en fait, une approche omnicanale et qui propose un panel de services qui répondent à tous les moments de consommation du consommateur. Ce qui lui permet de fidéliser aussi. Ce qui permet à la fois de fidéliser ses clients, d'avoir une relation directe avec lui, parce que le client, finalement, quand il commande sur sa plateforme à lui du restaurateur, il commande bien chez le restaurateur, il ne commande pas sur une plateforme tierce, mais vraiment en direct chez le restaurateur. Et il y a un point, peut-être qu'on l'évoquera après, mais lié au digital aussi, il y a toute la partie données clients, data clients, qui va permettre de mieux connaître son client, de pouvoir communiquer avec lui, puisque quand sur nos plateformes propriétaires, comme c'est le cas chez Dood, la donnée, elle appartient au restaurateur. Donc, le restaurateur, il aura connaissance de qui commande chez lui, ce qu'il commande. Il pourra communiquer avec lui, donc via du SMS, du mailing ou autre. Et du coup, en fait, on va multiplier les points de contact avec ce client et finalement, on va le fidéliser. Et donc, on ne va pas dénaturer la relation humaine au travers du digital, mais au contraire, on va l'amplifier. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et puis, je rebondirai aussi sur ce que disait Nour. Également, donc on est en train de s'intégrer avec Delivrect pour que effectivement peut-être cette nouvelle plateforme de commande en ligne propriétaire, elle vienne aussi s'intégrer dans l'organisation globale aujourd'hui qui est déjà en place dans le point de vente. Je pense que c'est aussi l'intérêt de tout le monde que vous tous, sociétés digitales, en fait, travaillez ensemble parce que les réseaux, les magasins même indépendants doivent constituer des outils digitaux qui soient compatibles et qu'on ne se retrouve pas avec des outils tellement différents qu'on ne peut pas rentrer, et vous avez dit le mot-clé, Antoine, les datas, consolider toutes les datas. On fera dans quelques jours un événement, un webinaire sur la data, avec toutes les richesses que l'on peut en sortir. Et c'est aussi un message qu'il faut faire passer, constituer une belle base de données de vos clients, enrichissez-la au fur et à mesure, etc. Quitte à faire des petits événements, faire des jeux, proposer des questions-réponses, vous habitez dans quelle ville, etc. Louisa, je voulais vous demander, quand on fait le tour de tous ces outils-là, est-ce que vous pouvez mettre en avant, par exemple, je sais pas, le paiement de Billy ou l'outil Delivrect, est-ce que vous pouvez communiquer dessus pour que le client soit attiré par ce genre d'événements, d'outils, de spécificités? Est-ce qu'on peut le faire? En fait, ces outils-là, ils sont au service des restaurants. Donc, en fait, c'est la tambouille interne. Ils vont faciliter la vie du restaurateur. Le client, finalement, il s'en fiche de savoir quelle caisse ou quel logiciel est utilisé pour faciliter la vie, tant que son expérience est fluide et transparente. Donc, les communications, en tout cas, de ces solutions, elles vont être efficaces et avoir de sens qu'auprès des restaurateurs. Là, les messages qui vont être importants à adresser aux clients, ça va être, et ça tombe bien parce que c'est la partie suivante, notamment sur les réseaux sociaux, en fait, valoriser tout ce qu'on peut valoriser sur le restaurant. Qu'est-ce qu'on y mange? Dans quelle atmosphère? Quelle décoration? Quel service? Quelle est l'histoire du restaurant derrière? Quelle offre on propose? Et toutes ces choses-là, l'espace pour les mettre en scène, finalement, ce sont les réseaux sociaux. Alors, c'est le mot-clé, les réseaux sociaux, mais vous discutez avec de très très nombreux restaurateurs, la plupart des gens s'y perdent. Mon réseau social n'est pas le même que le vôtre. Alors, je choisis quoi? On parle de TikTok, on parle de Facebook, etc. Enfin bon, je ne vais pas toutes les citer, mais comment vous arrivez à guider les gens vers le réseau qui leur correspond? Est-ce qu'il faut faire des communautés? Enfin, c'est compliqué pour un restaurateur. En fait, s'il fallait choisir un réseau social pour la food, aujourd'hui, c'est Instagram.
C'est-à-dire qu'on a fait des tests sur TikTok, sur Pinterest, sur des choses comme ça. Là, et encore plus dans ce contexte-là, chaque euro investi, on doit savoir pourquoi il est investi. Et donc, nous, notre recours, c'est s'il faut investir sur un réseau social, c'est Instagram. Et qu'est-ce qu'on fait sur Instagram? D'abord, on définit qui on est. Avant de pouvoir communiquer aux autres, il faut comprendre nous qui on est. Et donc, ça passe par une étude, un diagnostic un petit peu de savoir que représente le restaurant, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'on y mange, quelle valeur on veut véhiculer, on veut transmettre. Et ça, sur les réseaux sociaux, ça va se présenter sous différents formats, sur du format photo, sur du format vidéo, sur de la musique, et ça va se décliner en différentes occasions. Les jeux concours, par exemple, quand on veut engager la discussion avec son audience, les jeux concours, c'est un super moyen. Trouver les bons influenceurs, identifier les gens qui parlent à nos cibles au quotidien, ça va être un moyen de décupler le bouche à oreille. C'est un petit peu ça l'influence marketing aujourd'hui, c'est le bouche à oreille à grande échelle. Là, vous accompagnez vos clients sur tous ces sujets-là, y compris des mots-clés? Oui, nous, on gère tout ça au format. On a 3 entités. En fait, on a une agence qui gère tout. Et ça, c'est pour des restaurateurs qui veulent juste pas s'en occuper, qui estiment que c'est pas leur métier, qui veulent pas s'y intéresser, qui veulent juste avoir des résultats. Donc, ils ont une agence, ils délèguent complètement, puis ils ont des bilans chiffrés de leur performance. Pour ceux qui veulent apprendre à sans frais, en fait, on a lancé la Malou Academy, qui est en fait un programme de formation qui est pris en charge par le FNE ou d'autres budgets. Et pour ceux qui veulent utiliser un outil d'expert, qui veulent en fait rester impliqués sans y passer trop de temps parce que finalement, c'est pas leur métier, on a la Malou App. Et la Malou App, qu'est-ce que c'est? C'est l'expertise de l'agence qu'on a insufflé dans un petit outil où, en fait, pas à pas, le restaurateur est guidé pour comment il trouve ses mots-clés, comment il définit sa stratégie sur les réseaux sociaux, quel contenu il va partager, à quel moment, en fonction de son audience, comment il va modérer ses réseaux sociaux, comment il va faire en sorte de répondre à toutes les personnes qui ont écrit. Oui, bien sûr, mais comment on définit une stratégie? Je suis restaurateur, j'ai une spécialité, peu importe. Comment je vais définir ma stratégie pour aller chercher des clients qui sont intéressés ou qui ont du goût pour mes produits? C'est hyper compliqué quand on n'est pas du métier. Alors évidemment, vous êtes là et les gens viendront vers vous, mais pour un restaurateur qui démarre, qui n'a pas trop de moyens peut-être, c'est quoi la stratégie? La stratégie de conquête, comme ils disent, mais comment on va chercher des clients quand on vend des pâtes, par exemple? Ouais, bah, la question 1, c'est, OK, on vend des pâtes. Quelles pâtes on fait? Est-ce qu'on est parti les sourcer chez des petits producteurs? Est-ce qu'on les fait nous, maison, peut-être pas tous les jours, mais est-ce qu'on les fait nous, maison, de manière régulière? À qui on les vend? Donc, qui est sa cible? Est-ce qu'on est dans un quartier plutôt d'affaires? Est-ce qu'on est dans un quartier familial? Qui sont les clients qui vont passer? Parce que sur la restauration, encore plus en ce moment, la clé, c'est l'ancrage local. Il ne faut pas compter sur les gens qui vont traverser Paris pour venir chez vous. Il faut compter sur ceux qui habitent ou qui travaillent à un périmètre de moins de 3 km. C'est définir son identité. Ouais, et ça, c'est plusieurs heures de discussion, de travail. Et d'ailleurs, si ça intéresse pas mal de restaurateurs, je pense qu'on y consacrera un article avec des plans d'action pour au moins se poser les bonnes questions, y répondre et pas à pas construire sa stratégie. Alors en plus, vous êtes modeste, mais vous avez développé des outils dont la Malou App, dont vous parlez peu, mais qui est un outil, moi j'aime bien en parler parce que c'est un outil qui nous amène vers une forme, une préforme d'intelligence artificielle. Vous rentrez plein de données et le restaurateur peut s'en servir lui-même. Il aura les compétences que vous avez en fait. Ouais. L'enjeu de la Malou App, c'est vraiment de rendre ludique, accessible le marketing digital, parce que si on est restaurateur, c'est qu'on n'a pas voulu faire du marketing de sa vie et ça s'entend très bien, chacun son métier. En revanche, si on a les bons outils qui sont dépensés pour nous faciliter la vie au quotidien avec les bons conseils pas à pas pour les exécuter, ça peut devenir finalement une partie de plaisir et presque un jeu d'augmenter sa visibilité en ligne. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Parce que vous travaillez sur des sujets qui sont visibles par le client, par tout le monde, vous mettez en avant le restaurant, etc. Et puis il y a des gens qui travaillent un petit peu en sous-marin, et ce sont nos 3 invités qui ne sont pas mis en avant dans le restaurant, dont on ne parle pas, mais qui en fait s'occupent de l'organisation. Alors, mon métier, en tout cas le métier du club, c'est de faire connaître ces spécialités-là pour que nos restaurants, enfin, j'allais dire nos abonnés, c'est pas ça, mais les gens qui viennent au club, les franchiseurs, puissent trouver les bons outils. Alors, je dis pas que je sélectionne
toujours de façon parfaite les meilleurs outils, mais en tout cas là, on a les 3 meilleurs, les 4 avec vous, Louisa. Mais comment on peut faire savoir que ces outils-là, je ne sais pas comment dire, mais sont indispensables parce que pour eux aussi, il y a un besoin de communication. On est un peu hors sujet, mais je trouve que c'est important quand même. Le restaurant ne sait pas comment... Le vrai enjeu, Yves, juste par rapport à cette question, c'est vraiment pour nous, que ce soit Doux, Direct ou Billy, c'est de proposer des solutions qui matchent avec l'expérience client que veut avoir le restaurateur. C'est vraiment l'enjeu du restaurateur, comme disait Louisa, c'est d'avoir une identité derrière qui permette d'être en lien avec l'expérience qu'il propose. Donc, notre travail, c'est justement, et je voyais justement une question de Nathalie concernant voilà, quelle solution il faut privilégier, comment est-ce qu'on peut être prêt pour la réouverture du restaurant. La vraie question, c'est de se dire quelle solution matchera avec l'expérience client que je veux créer, à quel moment et à quel endroit je veux justement interagir avec ces clients et selon, encore une fois, quel moyen, quoi. Donc, il y a évidemment la livraison, le click and collect, c'est des points de contact avec, et ça, évidemment, je laisserai Nour et Antoine détailler beaucoup plus en profondeur ces deux parties, mais c'est des nouveaux points de contact qu'il y a pour le client et pour aussi préparer la réouverture, parce que, évidemment, vous faites connaître votre expérience, vous faites connaître votre plat, et puis après, il y a une notion aussi très opérationnelle sur site qui est de se dire, OK, maintenant que je vais justement réussir à attirer plein de clients, comment est-ce que je vais les servir au mieux avec des contraintes sanitaires, avec du staff limité et avec beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, je pense qu'il y a une stratégie d'image, une stratégie de communication et puis une stratégie d'organisation. Depuis le début du Covid, on dit aux restaurateurs qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'ils digitalisent, qu'ils arrivent à, une fois que les restaurants seront réouverts, à s'organiser pour faire de la vente à distance en même temps que de la restauration à table. Alors évidemment, on simplifie peut-être exagérément l'organisation du travail, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi simplifier l'offre alors, il faudra en parler avec les restaurateurs, mais l'offre des menus qui sont proposés dans les restaurants. D'abord parce que la vente à distance nécessite une offre bien spécifique, des produits transportables qui puissent être livrés, évidemment pas trop chauds, etc. Est-ce que ça a un lien avec la nouvelle restauration dans quelques mois? Je ne sais pas qui peut répondre à ça parce que... Je pense qu'il est évident qu'en ligne, effectivement, il faut avoir une offre adaptée. Cette offre, effectivement, vous l'avez évoqué, Yves, elle doit être transportable si c'est de la livraison. Elle doit être dans un packaging adapté. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et on doit être aussi capable, et on l'évoquait tout à l'heure avec Guylain, de l'intégrer parce qu'on a aussi un service à table. Donc, il faut être en capacité de sortir les produits au bon moment pour que l'expérience consommateur soit la meilleure. Donc effectivement, en ligne, en plus même par rapport à l'expérience client, je pense que d'arriver sur une e-boutique où vous avez des dizaines et des dizaines de références produits, ça a peu d'intérêt. Il faut vraiment une offre adaptée. Et il y a aussi l'importance, encore une fois, de la faire évoluer. Parce qu'on va comprendre, on va pouvoir analyser, voir ce qui se vend le mieux, ce qui est le plus consommé à midi, le soir, à telle saison de l'année. Et finalement, on va pouvoir adapter, avoir une carte produit qui sera de plus en plus pertinente par rapport aux besoins des clients. Donc, c'est important. Oui, alors justement, à ce propos-là, mais c'est Louisa qui va sans doute nous répondre, les générations X et Y et Z sont aujourd'hui sur le marché. C'est elles qui décident de beaucoup de choses quant au type de consommation et à la façon surtout d'aller chercher les infos. Est-ce que ça influe aujourd'hui énormément sur vos actions de communication? Mes enfants et mes petits-enfants ont le téléphone à la main chaque fois qu'on leur dit « Tiens, viens, on va acheter des baskets ou n'importe quoi. » Y compris un restaurant d'ailleurs. Alors, j'ai loupé le début de votre question, Yves. Ma question, en fait, c'est de savoir si les générations Y, Z, j'avais dit X, Y, Z, modifient vos
votre format de communication? Est-ce qu'on est déjà dedans? En fait, tout dépend du restaurant et de qui il vise. On gère des franchisés au tacos. Alors, vous imaginez bien qu'avec les tacos, on fait aussi du Snapchat, on fait du jeu concours, on fait des compétitions, des battles entre lycéens, etc. Parce que ça s'y prête. Sur des établissements un peu plus premium ou juste brasserie ou service à table. On a avec nous Nathalie Bayou, que je salue amicalement. C'est les restaurants Hippopotamus, enfin, des grandes enseignes comme celle-là. La communication, là, elle est adaptée à qui? Alors, en fait, il faut regarder par rapport à la stratégie qui est le client Hippopotamus. Est-ce que pour toucher les enfants, je me souviens il y a longtemps quand j'y allais, est-ce que pour toucher les enfants, en fait, c'est pas aux parents aux parents qu'il faut communiquer. Est-ce qu'on va plutôt chercher sur des hippopotamus, certains, une population proche de bureaux, donc en fait, la pause déjeuner, et auquel cas, on est plus peut-être sur des travailleurs. Est-ce que, bref, en fait, ça va dépendre de quel client on veut. La communication, elle dépend de qui est l'établissement et à qui on veut parler. Et là, ça va se décliner sur et les messages, et les formats, et les réseaux, les plateformes qu'on va travailler. On a beaucoup présenté vos outils. Évidemment, on nous pose des questions concernant le coût. Est-ce que c'est accessible à un petit restaurant, à une chaîne ou à un grand groupe? On parle de la mail web. On peut parler de tout. Ouais. Est-ce que, Nour, est-ce que si j'ai un restaurant qui fait beaucoup de livraisons, mais pas un énorme chiffre d'affaires, mais enfin quand même, est-ce que je peux travailler avec vous? Alors, oui, enfin, nous, nos prix sont transparents, c'est sur le site. On a des catégories de prix en fonction du volume de commandes. Et aussi, enfin, un restaurant qui ne fait pas énormément de commandes n'a aucun intérêt à travailler avec nous. Et, enfin, payer en plus pour une gestion qui est peu visible, c'est pas intéressant. Alors qu'aujourd'hui, un restaurant qui fait beaucoup de commandes et qui doit retaper à la main chaque commande individuellement, qui fait des erreurs et du coup qui doit refaire des commandes derrière, etc., il a meilleur temps de payer un petit montant par mois plutôt que payer une personne dédiée à gérer toute l'opération avec retaper les commandes, un chef qui est énervé parce qu'il faut refaire derrière, le coût de refaire les commandes derrière. Enfin, donc, du coup, selon à quel point le restaurant fait des commandes, c'est un coût qui est plus ou moins visible. Est-ce qu'il y a une formation compliquée ou pas compliquée pour l'utilisation de Deliverect? Alors, on a un onboarding qui est fait. Donc, on accompagne les restaurateurs à tout mettre en place. On leur explique comment utiliser la plateforme. Et même en cours de route, si jamais il y a des soucis, ils peuvent toujours nous contacter. Aussi, on est une boîte où on est, je pense, à 80% tous du milieu de la food tech. Donc, de la food. On était soit ouvert des restaurants ou des applications dans la restauration ou des ex-plateformes de livraison. Donc, on est tous assez experts dans le domaine, ou plus ou moins, donc c'est quand même quelque chose de nouveau. Du coup, on se permet quand même de donner des conseils et d'aider un maximum. Antoine, peut-être que vous pourriez nous dire à peu près quel est l'ordre de grandeur d'une plateforme en prix, en tarif. Ouais, comme nous, nos prix sont accessibles sur notre site. Voilà, on parle de quelques dizaines d'euros par mois. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que peut-être globalement, les outils digitaux, finalement, c'est pas réservé qu'aux grandes enseignes. Et Louisa l'évoquait, on n'a pas besoin d'avoir un service marketing, communication pour avoir des outils digitaux. C'est vraiment accessible à tous et c'est un usage incontournable auquel il faut répondre. Vous parliez des générations Z. Et effectivement, ça va être des gros consommateurs d'outils digitaux. Donc, il faut s'y préparer. Maintenant, ça peut être une solution maintenant, étant donné le contexte, mais pour la réouverture et puis pour du moyen long terme. Mais on est vraiment sur des outils accessibles financièrement, accessibles en termes de fonctionnement et d'utilisation au quotidien. Il n'y a pas besoin d'être informaticien ou d'avoir une appétence forte au niveau du digital. Et on est sur des outils qui sont de plus en plus intégrés
pour s'intégrer à l'écosystème existant au travers de solutions comme Delivrect. On est sur des outils qu'on peut aussi paramétrer de manière à ce que l'outil s'adapte à notre fonctionnement et pas l'inverse. On n'est pas obligé d'organiser son service en fonction de l'outil, mais bien l'inverse. Donc finalement, tout le monde peut s'approprier ce type d'outil assez facilement. Et le retour sur investissement qui va être lié aussi à la communication et à la mise en avant de ces outils-là qu'on va mettre en place. Là aussi, Louisa l'évoquait, il sera vite là. Alors là, on peut rebondir sur deux sujets. Je vais demander à Guylain à peu près combien coûte l'utilisation du Billy. Mais en même temps, est-ce que tous les trois, alors on a bien compris que Delivrect et Dude, vous pouviez travailler ensemble. Est-ce que Billy pourrait s'intégrer à ces deux autres utilisations? Est-ce que tout est compatible ou bien ça pose des problèmes? Alors là, vous êtes tous les trois. Nous, à date, on est en phase d'intégration avec Delivrect. Donc, la réponse est oui. Ah oui, donc c'est une grande famille là qu'on a en fait. Exactement. C'est une grande famille. Donc, on fait à la fois ça, à la fois on intègre des systèmes aussi en direct parce que ça dépend des clients avec qui on est, quand ils ont Delivrect ou quand ils n'ont pas Delivrect. Notre but, et ça, vous l'avez parfaitement souligné, c'est de simplifier au maximum la vie des restaurateurs. Leur métier, c'est pas d'avoir de fortes connaissances en informatique, c'est avant tout d'accueillir et de servir au mieux leurs clients. Vous savez, quand on a démarré le club de la franchise, j'ai fait beaucoup de salons et je suis allé à la station F assez souvent. Et quand j'arrivais, que je rencontrais une start-up pour la première fois et que je lui demandais ce qu'il me faisait, ma deuxième question, ou en tout cas ma deuxième phrase était de dire « Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous dites ». Aujourd'hui, ça a pas mal changé, pas mal évolué. Le vendeur de start-up a un langage qui est plus traditionnel. Mais vous maîtrisez maintenant le langage de start-up. Peut-être que maintenant je maîtrise, je ne suis pas sûr encore. Quel est le prix, Guylain? Nous, on tourne aussi autour d'une dizaine d'euros par mois. On fonctionne par abonnement. L'idée, c'est de pouvoir justement à chaque fois avoir des solutions, alors un peu de click and collect, de la commande à table, du paiement à table, intégrer des solutions aussi liées aux contraintes sanitaires. Nous, on avait lancé le carnet de rappel digitalisé pour éviter de remettre à chaque fois et ça, on l'avait proposé gratuitement aux restaurateurs, ce qui fait qu'au lieu de mettre un grand cahier où tout le monde avait le même stylo, se passer le stylo de main en main, tout le monde pouvait directement saisir les informations à partir de son smartphone. C'est l'information et le Covid. Exactement. Et l'approche héroïste, elle est hyper importante avec ces solutions, justement, en fonction de son activité. Si on a 5 tables et on fait 10 couverts jour, je dis n'importe quoi, mais en effet, il y a des technologies qui ne seront pas nécessaires. Ce ne sera pas là où il y aura le plus d'impact. Si en revanche, vous faites 200 couverts jour, il faut que ça tourne très très rapidement et qu'en plus, vous avez pas mal de demandes de vente à emporter qui tombent au téléphone, etc. Il faut justement réussir à aller chercher ces gains de temps et donc ces gains de marge en épargnant du temps de serveur, en accélérant la vitesse de production. Et tout ça, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que le mieux vous améliorez votre efficacité opérationnelle, le plus vous êtes capable de satisfaire vos clients, le plus ils reviendront, etc. Donc, il faut vraiment, par rapport à sa situation, à son restaurant, être capable de mettre en place les outils où il y aura un ROI très, très rapidement calculable. Je voulais passer la parole à Louisa pour qu'elle nous fasse peut-être une synthèse sur tout ce qu'on a dit, peut-être une conclusion avant de répondre aux questions, mais un petit commentaire. Ce matin, j'étais au téléphone avec une CCI de province, d'une grande ville, d'un département où il y a du monde, et on parlait de la digitalisation, etc. Et le monsieur, au bout du téléphone, m'a dit « Oui, mais ça, c'est très parisien. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez beaucoup d'implantations en province? Est-ce que vous arrivez à servir les restaurateurs de province ou vous n'avez que des clients parisiens? Je sais que c'est
une question, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Ah, c'est une très bonne question. En fait, on a des questions, on a des restaurants en province aussi, on en a même jusqu'à la Guyane, puis on en a en Belgique, en Espagne, donc c'est assez générique. Et en revanche, là où il faut être honnête, c'est que comme la France, avec les États-Unis, on a un décalage sur l'innovation et le digital. En fait, il y a un décalage aussi entre Paris et le reste de la France. Ouais, très bien. Oui, ouais, exact. Moi, 60% de mes clients, ils sont dans les régions. Ah oui, 60%. C'est intéressant, oui, oui. Alors après, on a des groupes, on travaille autant avec des groupes qu'avec des indépendants. Donc c'est vrai que les groupes vont nous permettre de travailler avec Barrière, par exemple, avec Accor. Rapidement, on est plus rapidement dans les régions. Mais par exemple, au Lys Diner, l'étude de cas, ils en ont dans toute la France, principalement dans l'Ouest. Et chez eux, ça y a un impact direct. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les clients finaux, pendant le déconfinement, c'est le déconfinement où il y a eu un usage qui a explosé chez eux, les clients étaient prêts justement à utiliser ce genre de service. Oui. Louisa, si vous voulez conclure, et puis on répondra aux questions. Donc peut-être pour conclure rapidement, aujourd'hui, la restauration est encore un petit peu en souffrance, mais il y a pas mal de perspectives et de dynamisme qu'on repère. Et aujourd'hui, le digital, en fait, il va aider sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Il va aider en amont pour aller chercher des clients. Et puis ensuite, il va aider pendant le service. Il va aider pour proposer de nouvelles occasions de consommation. C'est ce qu'expliquait Antoine tout à l'heure. Il va aider aussi à fluidifier les opérations pour que le restaurateur puisse se concentrer sur son métier, qui est finalement servir de la bonne cuisine avec un rapport qualité-prix satisfaisant et avec le sourire. Et ça, il va pouvoir le faire et se concentrer sur son métier s'il est soulagé par du digital à chacune des étapes de la création de valeur. Peut-être, pour conclure juste, il ne faut pas tomber non plus dans le piège. Le digital ne va jamais remplacer votre métier. C'est-à-dire que ça va vous aider à vous concentrer sur là où vous dégagez le plus de valeur. En revanche, jamais le digital ne remplacera une bonne cuisine avec un bon service. Et si je peux arriver à la slide suivante, peut-être les nuances, les limites du digital, on pourra en débattre tous ensemble. Le digital, ça complète l'humain, mais ça ne va jamais le remplacer. Il ne faut pas tomber dans le piège quand on travaille qu'avec les plateformes de livraison. En fait, le client, il n'est pas à vous. C'est le client de Deliveroo, c'est le client de Uber Eats. Et donc, vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez pas qui il est. Les commissions, c'est lourd. Il faut juste comprendre que la commission, en fait, elle permet de financer la solution opérationnelle. C'est-à-dire que le livreur qui pédale, il faut le payer. Si ce n'est pas vous qui le paye, la commission, elle permet de le payer. Et la commission, qu'est-ce qu'elle fait également? Elle rémunère l'apport d'affaires. Parce que je reviens là-dessus, le client, il n'est pas à vous, c'est le client de Uber Eats, c'est le client de Deliveroo. Donc, il faut bien faire attention à ça et d'où l'importance de garder le lien avec ses clients pour le maximum, avec des solutions comme d'autres, générer de la commande, de la réservation en direct avec vous pour pouvoir en tirer le maximum de valeur. Oui, je pense que c'est important. Hein, c'est ce que vous aviez mis dans le titre, sans dénaturer le concept du restaurant. Je pense que c'est très, très important. Et puis, effectivement, un service de livraison ou une dark kitchen, c'est un autre métier. Et je pense qu'il faut réfléchir. C'est une autre entreprise en réalité. Il faut réfléchir à la façon dont on veut accueillir le client, ce qu'on veut lui servir. Si c'est un repas convivial avec des amis, en famille, etc. Ou si c'est une livraison à domicile faite par une marque. Voilà. Alors, juste attention, je voudrais juste revenir là-dessus. Les commissions, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas juste on parle pas de commission pour payer un livreur. Donc, les sociétés de livraison aujourd'hui, c'est un triptyque qui est très complexe. C'est mettre en lien un restaurant, un client et un livreur.
c'est une logistique derrière qui est gigantesque, extrêmement coûteuse. Pour avoir le bon livreur au bon moment, au bon endroit, au bon restaurant et apporter ça au bon client qui est ni trop loin ni trop proche et qui respecte le délai qui a été prévu par le restaurateur et par le client, c'est super complexe. Donc, cette commission, c'est pas payer un livreur. Au final, c'est vraiment payer la complexité du modèle. Parce que c'est un modèle qui est compliqué. C'est un triptyque, en fait. C'est bien, oui. C'est bien de préciser ça, Nour. Vous avez œuvré chez Deliveroo pendant longtemps. Et effectivement, vous avez une bonne compréhension de ce système-là. Et c'est vrai que c'est aussi une création de valeur. Après, ça a ses qualités comme ses défauts, mais c'est effectivement un véritable métier et c'est pas simplement de l'ubérisation de la restauration. Je pense. Exactement. Et c'est comme l'a dit Louisa, c'est le coût de pouvoir atteindre des clients qui ne nous connaissent pas forcément. Mais je pense qu'on peut on va vers un temps où on normalise la livraison et on peut devenir un client fidèle d'un restaurant à travers des plateformes et non d'une plateforme. Moi, je suis fidèle à aucune plateforme de livraison, mais je suis fidèle à plusieurs restaurants. Je pense que j'ai 6 restaurants que je commande toutes les semaines. J'ai presque un jour dédié pour chacun et je les commande absolument toutes les semaines. Je suis une cliente extrêmement fidèle et c'est pour eux que je me connecte sur ces plateformes. C'est que certaines plateformes ont ce restaurant et l'autre a l'autre restaurant, donc je vais me connecter sur l'une ou sur l'autre en fonction du restaurant et pas en fonction de la plateforme. Oui, je pense que beaucoup de gens font ça, oui, effectivement. Peut-être qu'on peut essayer de voir, si vous permettez, quelles sont les questions qui nous ont été posées. On a répondu déjà, peut-être à Nathalie Bayou, le budget. Alors, quel système il faut privilégier? Je pense, si je peux me permettre de donner un conseil, en fait, un commerçant qui veut digitaliser son point de vente, il doit d'abord construire une stratégie, faire des priorités en disant voilà les éléments dont j'ai besoin, les avis clients, le référencement sur les moteurs de recherche, une communication sur les réseaux sociaux, et puis après ou avant, hein, je le dis dans le désordre, les outils pour le paiement, la caisse enregistreuse, la gestion des stocks, la gestion du personnel, tout ça, il y a des outils pour l'ensemble de ces prestations-là. Et quelles sont les priorités? Si je perds beaucoup de temps dans ma gestion du personnel, si je perds beaucoup de temps dans ma gestion du stock, et que mon stock disparaît petit à petit, c'est là qu'il faut donner des priorités. Il n'y a pas une obligation de gérer d'abord les avis clients. L'obligation, c'est de gérer son entreprise et de la gérer au mieux en fonction de ce dont on a besoin et des offres des différentes startups ou des différentes boîtes qui peuvent apporter des outils digitaux. Voilà ce qu'il faut privilégier, mais ça dépend de chaque entreprise. Si vous avez des commentaires, je suis demandeur. Ouais, puis moi je dirais qu'il faut s'engager aussi dans sa stratégie, dans ses démarches, que le digital, c'est pas une baguette magique qui va révolutionner. Donc il faut aussi s'impliquer, s'engager. Effectivement, vous l'avez dit, bien définir sa stratégie et où on veut aller. C'est pas en multipliant des outils digitaux qu'on va avoir le meilleur restaurant de tel ou tel quartier. Donc voilà, il y a aussi cette réflexion en amont et identifier où on veut aller. Je suis d'accord, c'est un peu comme l'effet Dark Kitchen. C'est pas la réponse à tout. Ni le digital, ni les Dark Kitchen. Il n'y a pas une réponse magique. C'est juste qu'il faut bien réfléchir à son concept et se dire, OK, selon ce que moi je veux atteindre, quel outil va le mieux m'aider à arriver à cet objectif? Avant, on disait que le commerçant devait avoir plusieurs métiers, être évidemment commerçant, bon commerçant, vendeur, etc., étalagiste, livreur, comptable, évidemment, bon acheteur, négocier ses contrats, etc. Maintenant, il lui faut un petit coup de digital en plus comme métier. Mais ça fait partie de la stratégie globale. En fait, c'est partie du jeu. Je regarde les dernières réussites de la restauration aujourd'hui. Qui c'est pas des restaurateurs de formation, c'est des diplômés d'école de commerce. Et donc, ça veut dire qu'en fait, un restaurant, c'est plus que maintenant, c'est plus qu'une bonne cuisine. C'est des valeurs, c'est une décoration, c'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est une communauté. C'est beaucoup de choses qui étaient bien moins importantes il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on a oublié comme question-réponse?
Ça ne veut pas dire que la restauration est quelque chose uniquement maintenant devenu élitiste. Hein. C'est pas ce que Non, je veux non, dire. non, du tout. Mais d'ailleurs, non, pas du tout. Et d'ailleurs, En fait, il faut réussir à avoir ces multi-casquettes pour se différencier. Mais après, la base de tout, en effet, c'est que l'offre de ce qu'il y a dans l'assiette ou dans l'emballage soit au niveau des attentes des clients. Mais le fond du problème, du métier, c'est ça. Un restaurateur, c'est un restaurateur avant tout. Après, il a évidemment d'autres métiers, mais on a tous d'autres métiers. Dans toutes les professions, le conducteur du train, il est d'accord, c'est un grand technicien, mais en même temps, il doit être peut-être, j'en sais rien, hein, mais un peu mécano. Il doit bien s'entendre avec son. C'est aussi un logisticien d'ailleurs, etc., etc. On n'a pas tous, même le boulanger, il fait pas que du pain. Je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble de son métier et analyser les points où on est moins fort, où on est meilleur, et ce qu'il faut développer parce que c'est la tendance. Il y a des évolutions, il y a toujours eu des évolutions dans tous les métiers. Il y a un moment où on est passé de la charrette à la voiture, il a fallu apprendre à conduire. Et pourtant, les gens transportaient le même bois ou le même charbon. C'est une belle image. Quelqu'un veut intervenir, me poser une question, répondre à une question? Moi, j'ai une question sur le prix de la Malouette et le ROI qu'on peut en tirer. La Malouette, elle va de 99 € jusqu'à 159 selon en fait l'étendue des services qu'on veut qu'elle gère. Et ensuite, c'est sur la partie app et sur la partie agence, ben là, on va rémunérer les photographes, les chefs de projet, les gens qui vont travailler. Donc, on est sur des enveloppes entre x5 et x15 par rapport à la Malouette. Et comment on mesure le ROI? Aujourd'hui, ce qu'on traque, c'est les données de visibilité. On va mesurer l'évolution du nombre de vues, l'évolution du nombre de clics sur itinéraire, l'évolution du nombre de clics sur commandé, l'évolution du nombre de clics sur réservé à l'époque, etc. Et donc là, aujourd'hui, on a des stats qui sont solides sur la partie visibilité. Et on est en train d'affiner le modèle pour pouvoir mettre comme des coefficients devant chacune des actions clients en ligne pour estimer combien de chiffre d'affaires à la fin on a pu générer. Mais ça, c'est un travail statistique assez poussé on l'avait fait il faut débiaiser de pas mal de choses, notamment de la saisonnalité. On avait comparé pour un restaurant entre juin 2018 et juin 2019 combien on avait généré de chiffre d'affaires supplémentaires. C'est une grosse affaire, mais on avait généré 7 000 € supplémentaires par mois. Là, le biais, c'est plus la saison, c'est le Covid. Donc, nos statistiques sont assez erronées. Donc, on essaie de trouver un modèle qui soit juste et représentatif. Antoine Ravin, peut-être que vous pourriez nous dire rapidement ce qu'apporte une plateforme à vos clients. Peut-être en prenant un exemple d'un client existant, d'un restaurateur existant à qui vous avez construit une plateforme récemment. Nous, l'idée, si vous voulez, c'est que ce qu'on va amener, on l'évoquait, hein, c'est une plateforme en propriétaire on va venir intégrer sur tout son écosystème, donc amener du transactionnel sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur des liens sur Google My Business, sur un site vitrine pour amener du transactionnel et de la valeur. Aujourd'hui, nous, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est pas une baguette magique, mais sur des points de vente qui s'investissent et qui vont s'engager dans la démarche, aujourd'hui, on est capable de générer de la récurrence d'achat. Donc, on constate qu'on a des taux de fidélisation et des taux de commandes qui sont importants. Donc, un client qui va passer par la commande en ligne en propriétaire, généralement, il va y revenir. Et également, on va pouvoir drainer des nouveaux clients. Et l'idée, c'est vraiment, globalement, en fait, se dire, je capitalise sur ma marque, j'ai une marque, j'ai des produits, j'ai des clients. Je communique, j'investis là-dessus et je vais essayer de drainer un maximum de clients en direct chez moi et je vais proposer finalement un panel de services qui vont répondre aux différents besoins de consommation. On l'évoquait tout à l'heure, ça peut être du click and collect pour gagner du temps, ça peut être se faire livrer parce qu'on ne peut pas se faire déplacer ou parce qu'on ne peut pas se déplacer. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener un service accessible à tous. De la chaîne au petit indépendant, un service digital clé en main qui lui permet de proposer des nouveaux services et de répondre aux usages.
Bon. D'autres précisions? Tic-tac, tic-tac, tic-toc même. Je vous propose, je pense qu'on a répondu aux questions. Je voulais remercier Christine Tartanson pour son gentil mot. Si vous voulez bien, on va clôturer la séance. Je voulais vous remercier. Merci à vous. Remercier en particulier Louisa parce que vous avez quand même pris beaucoup de choses en main pour la mise en place de webinaire. Merci. Merci à Valentine. Je me permets de remercier Valentine de mon équipe. Oui, tout à fait, oui. Elle, j'ai pas été gentil avec elle parce que j'ai pas répondu à des messages. J'ai une excuse, ils étaient partis dans des messages, comment ça s'appelle, dans les spams. Ouais. Donc voilà. Merci à vous tous. On se retrouve bientôt pour d'autres événements et merci en espérant évidemment que la restauration va sortir de ces difficultés-là et avec des ouvertures le plus rapidement possible. À très bientôt. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci. Merci beaucoup. Un petit mot et un petit bonjour à Jawad Achir, qui est un fidèle aussi. J'ai dû rater beaucoup de gens, mais je vous salue tous et je vous remercie d'avoir été là. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.